Samedi 29 janvier 2022, vous êtes sur RTI 1. Bonjour, bienvenue dans votre journal. Le Burkina Faso, suspendu des instances de la CEDEAO. L'organisation demande également la libération du président Roch-Marc Christian Kaboré. Voilà entre autres ce qui ressort de la rencontre des chefs d'État réunis hier par visioconférence en sommet extraordinaire, réunion à laquelle a pris part le président Alassane Ouattara. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu, lui, hier vendredi, une délégation française du Centre d'études des pathogènes à risque infectieux élevé. Au centre des échanges, la réalisation de laboratoires et les besoins de santé des populations ivoiriennes et celles de la sous-région. Le reportage d'Alexis Ouedraogo à suivre dans 5 minutes environ. Le ministre des Sports camerounais Narcisse Amouele Kombi est revenu hier sur la tragédie qui a coûté la vie à 8 personnes et fait 38 blessés lundi dernier au stade de Lembe. Il a pointé du doigt l'ouverture imprudente d'une porte par les forces de sécurité face à une marée humaine. À suivre en fin de journal. Après le coup d'État de lundi dernier au Burkina Faso, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis hier vendredi en sommet extraordinaire, sommet par visioconférence auquel a pris part le président Alassane Ouattara. La réunion était présidée par Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, président en exercice de l'organisation sous-régionale. On voit cela avec Jérôme Kofi Abolin. La CEDEAO à l'épreuve des coups d'État dans la sous-région. Face à la situation qui prévoit en ce moment au Burkina Faso après le renversement du président Roch Christian Kaboré par un coup de force militaire, les dirigeants des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se réunir ce vendredi. La rencontre organisée par visioconférence à l'appel du président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a pour but de faire l'évaluation de cette situation afin de prendre des mesures appropriées. Le chef de l'État ghanéen, qui, à l'instar du président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, a parlé de mesures rigoureuses avec pour objectif de proscrire tout changement anticonstitutionnel aux grandes dames des élections. Pour Nana Akufo-Addo, il faut arriver à la tolérance zéro pour toute accession au pouvoir par des armes. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, fait partie des dirigeants des pays de la CEDEAO qui ont pris part à cette conférence. Le chef de l'État ivoirien et ses pairs, bien déterminés à tout mettre en œuvre pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. Pour mémoire, la situation à Ouagadougou vient s'ajouter à celle déjà existante en Guinée et au Mali. Et pour être tout à fait complet sur le sujet, cher Jérôme Abolin, il faut savoir que l'organisation sous-régionale a suspendu le Burkina Faso donc de ses instances, a demandé la libération du président Roch-Marc Christian Kaboré ainsi que des autres responsables arrêtés. Pas de sanctions économiques ou ciblées pour l'instant donc, même si la question a été débattue durant le sommet. Ce samedi, des chefs d'état-major se rendront à Ouagadougou pour entamer le dialogue avec la junte. S'en suivra l'arrivée d'une mission politique lundi avec une délégation de ministres ouest-africains attendue donc à Ouagadougou. Venons-en maintenant aux activités du Premier ministre. Hier vendredi, Patrick Achi a ouvert les portes de son cabinet à une délégation française, une délégation du Centre d'études des pathogènes à risque infectieux élevé. Une délégation donc qui ambitionne d'installer en Côte d'Ivoire des laboratoires de sécurité de haut niveau pour la bonne santé des populations. Alexis Ouedraogo, qui assistait à la rencontre, nous en fait le point. La Côte d'Ivoire veut mettre en place des laboratoires de sécurité de haut niveau. Une démarche pour faire face au diagnostic des virus délicats des fièvres hémorragiques et autres pathogènes émergents. Une délégation française du Centre d'études des pathogènes à risque infectieux élevé a été reçue par le Premier ministre ce vendredi à la primature. J'ai été mandaté par le gouvernement français pour venir échanger avec les équipes scientifiques et techniques, les laboratoires de l'Institut Pasteur sur les avancées des travaux et des projets qui ont été lancés sur la construction des infrastructures et des collaborations scientifiques qui ont été lancées déjà il y a un certain nombre d'années pour essayer de faire avancer ce projet et d'obtenir un certain nombre d'éléments sur
les aspects des financements et de la pérennité des infrastructures qui étaient à mettre en œuvre, sur les possibilités aussi de travailler en recherche clinique et d'élaborer des travaux en collaboration avec les pays d'Afrique de l'Ouest aussi, mais aussi d'autres pays et au niveau international. Et en dernier lieu, de voir aussi quels étaient les problèmes de réglementation et d'habilitation qui étaient nécessaires pour ce type d'installation. Les discussions ont aussi porté sur le renforcement de la biosécurité, la formation et la recherche sur le virus Ebola, ainsi que certains virus à risque sévère, l'adéquation entre les installations et les besoins de santé dans le pays et la sous-région ont été également au cœur des échanges. Reportage signé Alexis Ouedraogo. Allons au chapitre Covid. En ce moment, en Côte d'Ivoire, 2331 personnes se battent contre le coronavirus. 2331 cas actifs sur 80 566 cas confirmés depuis le début de la pandémie. Hier, par exemple, on a enregistré 79 nouvelles contaminations avec 0 décès, heureusement. On compte déjà tant de morts de Covid. 782 personnes arrachées à l'affection de leurs proches. Appliquons les gestes barrières pour nous protéger et protéger les autres de ce coronavirus qui sévit depuis bientôt 2 ans maintenant. 2 ans que le coronavirus bouleverse la planète avec 5,65 millions de morts, mais 40 ans que le VIH-Sida la secoue avec environ 38 millions de personnes tuées. On attend encore de pouvoir le freiner. D'ici là, on continue de sensibiliser. Récemment même, le Programme national de lutte contre le sida a remis officiellement des supports de communication à ses partenaires. Le témoignage de Patricia Omouitia. Selon les résultats de l'étude sur les facteurs favorisant la sortie des patients vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire, 7070 patients abandonnent le traitement ARV, dont 4527 perdus de vue à Abidjan et 2543 à l'intérieur du pays. Malgré les soins, une partie de ces patients se retrouvent dans les camps de prière et autres lieux de culte à la recherche de soutien spirituel. Face à cette situation, l'AIMAS a développé des messages et supports de communication pour aider à la sensibilisation et réduire la stigmatisation. Ce kit qu'on vient de recevoir parcourt le chemin qu'il doit parcourir pour atteindre nos ONG qui sont affiliées au RIP afin de faire connaître les affiches à travers les ONG du RIP au grand public qui est la population générale et les personnes vivant le VIH même. Je peux dire qu'aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH, si je fais toujours la comparaison, sont mieux acceptées. Parce que je me rends compte même que dans certaines églises, si ça s'assied sur un banc et que la communauté sait qu'ils sont séropositifs, le banc là, il va se retrouver seul là-dessus. Mais aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus toutes ces choses-là. Ainsi, avec l'appui technique de l'AIMAS, le ministère de la Santé, à travers le programme de lutte contre le sida, s'est engagé avec les communautés de foi et les leaders religieux dans l'initiative de l'élimination de cette pandémie d'ici à 2030. Le ministère a pensé qu'il était bon que les guides religieux soient impliqués davantage dans cette lutte-là, afin qu'ils puissent sensibiliser leurs fidèles pour les amener, certes, à prier, certes, mais à poursuivre leur traitement tout en priant. La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus touchés par le VIH dans la région, Afrique de l'Ouest. 379 593 personnes vivent avec le VIH, dont 120 622 hommes, soit 32%. On parle de santé des populations, mais on parle aussi de santé animale. Et à ce propos, le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers sa direction des services vétérinaires, vient de faire une descente de terrain, une opération qui a consisté à traquer tous ceux qui s'érigent en marchands de médicaments vétérinaires sans y être autorisés, foulant ainsi aux pieds toutes les normes requises en la matière. Suivons le reportage de Jean-Luc Bongo. La santé vétérinaire, un secteur qui n'échappe pas au fléau des faux médicaments et vendeurs illégaux de médicaments. La direction des services vétérinaires, elle, a décidé de l'éradiquer à travers des opérations de terrain, comme celle que dirige aujourd'hui
À Anyama, Dr Laetitia Tola. Qui vous livre ce produit-là? Vous avez dit que c'est... Dans ce premier cabinet, les médicaments exposés seront entièrement saisis et placés sous scellé en attendant que le promoteur nous produise les documents l'autorisant à exercer. Cet autre point de vente n'échappera pas à l'équipe des services vétérinaires pour les mêmes raisons. Absence d'agrément, vente illégale. Des personnes pratiquent la médecine vétérinaire en toute impunité, c'est-à-dire qu'ils pratiquent des soins vétérinaires, ils vendent des médicaments vétérinaires sans l'autorisation préalable, sans être docteur vétérinaire. Ces pratiques enfreignent non seulement à la loi de la profession vétérinaire et aussi entraînent aussi des résistances au niveau des résistances aux antimicrobiens. Certains vendeurs qui ont eu vent de l'opération ont eu le temps de se débarrasser de leurs produits. Qui est le propriétaire? Je ne connais pas le propriétaire. Qui t'a dit de fermer? Qui leur a dit de fermer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Lors de la prospection, j'avais vu des médicaments ici. Et aujourd'hui, on vient pour la phase répressive. Apparemment, ils ont tout enlevé. Il n'y a plus de médicaments. Donc, sûrement que l'information a circulé pour dire qu'il y avait des agents de contrôle qui allaient passer. En plus de menacer la santé des populations, ce phénomène déstabilise l'organisation de la profession vétérinaire. Il y a des domaines qui sont organisés parce que dangereux d'activité, dangereux en l'activité. C'est une question de protéger le consommateur contre les aliments dangereux. Un aliment, ça nourrit, ça ne tue pas. Et par effet de mauvaise administration, les médicaments se retrouvent dans des animaux, les animaux que nous consommons sous diverses formes, et puis ça finit par atteindre nous-mêmes notre santé. La direction des services vétérinaires veut surtout enrayer la résistance aux antimicrobiens qui tirerait sa cause dans le phénomène de faux médicaments. Cette résistance, la lutte contre cette résistance passe d'abord par le respect du circuit de commercialisation du médicament, par le respect des conditions de délivrance de certains médicaments qui doivent être délivrés sous ordonnance parce qu'il ne faut pas créer de nouvelles résistances, et par le respect du diagnostic avant de prendre des médicaments. Ces vendeurs illégaux et vendeurs de faux médicaments vétérinaires encourent des peines de prison. Les produits saisis qui ne respecteront pas les normes, eux, seront purement et simplement détruits. Depuis le lundi 27 janvier 2022, des greffiers observent un arrêt concerté de travail en vertu du préavis de grève déposé par l'Union nationale des greffiers de Côte d'Ivoire. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, voudrait toutefois rassurer les populations et les usagers du service public de la justice que cette action n'a pas entraîné la fermeture des juridictions comme certaines personnes voudraient le laisser croire. En effet, les dispositions légales, notamment la loi numéro 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justice, permettent d'assurer la continuité du service public de la justice et le fonctionnement normal des juridictions. Les juridictions restent en conséquence ouvertes sur l'ensemble du territoire, tiennent régulièrement les audiences prévues et continuent de délivrer les actes relevant de leurs attributions. Signé des mains de Ndobouissi Mao Florentine, directeur de cabinet adjoint pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Pour désormais gérer ces conflits, les conflits actuels et ceux à venir, Guy Bérois a trouvé la recette. C'est la maison des chefs traditionnels, un ouvrage pour contribuer à la cohésion sociale et au vivre ensemble. La maison des chefs a été inaugurée hier par 2 membres du gouvernement, Miss Belmonde Dogo et Alain Richard Donvaï. Jean-Marc Djadji, dites-nous en plus. Un palais pour les chefs coutumiers et traditionnels de Guy Bérois dans la région du Gor. Un rêve devenu réalité grâce à la ministre Belmondo Dogo. Financée par le Fonds national de solidarité, cette nouvelle résidence de près d'une dizaine de pièces servira de centre de réflexion pour les 35 chefs coutumiers des sous-préfectures de Guy Bérois, d'Ignango et de Galébré. Ce siège vient un point nommé pour la planification des actions de développement dans ces zones. Auparavant, nous faisions nos réunions, nous réglions nos conflits sous la patame du village. Maintenant que nous avons notre siège, nous allons faire en sorte que les conflits soient réglés dans cette maison. Et toutes les autres communautés ont droit à venir dans cette maison pour régler les litiges. Une initiative
approuvé et soutenu par le ministre Alain Richard Donvaï et les autorités administratives de la région du Gor. Il fut une période où les chefs n'avaient pas d'espace aménagé pour tenir leurs réunions, pour recevoir leurs administrés ou des visiteurs de marque. Certains chefs étaient même obligés de négocier auprès d'un parent du village pour lui emprunter sa maison pour accueillir les étrangers ou les délégations. Dans ces conditions, le propriétaire de la maison devient le vrai chef. Et en cas de litige, le chef ne peut jamais donner tort à son tuteur. Du coup, le chef est fragilisé et il n'a plus trop de pouvoir. Aujourd'hui, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a offert un bijou qui fait la fierté de nos chefs du Grand Guibérois. La ministre Belmondo Dogo s'engage à travers cette action à promouvoir la vision du chef de l'État, celle de voir un pays en paix et en route pour le développement. Cet édifice se veut un instrument au service de la promotion du chef traditionnel et de son rôle dans la société. En effet, la Constitution de 2016, qui institutionnalise la chefferie traditionnelle, a consacré votre reconnaissance et votre réhabilitation. Elle vous reconnaît de facto un rôle dans la gestion du pays. C'est dans une ambiance conviviale que les populations des sous-préfectures de Guibérois, de Dinyango et de Galébré ont montré leur attachement à une Côte d'Ivoire solidaire. Et pour rester dans la même veine, la Fédération de la paix universelle prépare activement le sommet international sur la paix et le développement, sommet prévu bien sûr ici en Côte d'Ivoire. La Fédération FPU poursuit donc l'installation des conseils régionaux de paix. La région de Poro, elle a désormais son conseil de paix et pendant cette installation, plusieurs personnalités œuvrant donc pour la promotion de la paix et de la cohésion ont été faites ambassadeurs de paix. Soro Corona, RTI Boaké. La Côte d'Ivoire abritera le sommet international sur la paix et le développement cette année. En prélude à ce rendez-vous crucial, la FPU, Fédération pour la paix universelle, investit le pays pour l'installation des comités régionaux de paix. Celui de la région du Poro est installé autour du thème paix, interdépendance et développement local. Le nouveau président s'engage à installer la paix dans le quotidien des populations de Korogo. Me battre à maintenir la cohésion. Donc pour moi, d'abord dans un premier temps, c'est un combat dans ma famille. Ensuite dans ma ville et sur la région. Parce qu'on ne peut pas vivre la paix seule. Des personnalités œuvrant dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale, menant des actions sociales et caritatives, sont distinguées. J'ai compris que chaque fois qu'une âme résonne, c'est pour prendre la vie de quelqu'un. Et depuis ce jour, je me suis donné la mission de lutter pour ne pas qu'une âme résonne en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Cette désignation de prix comme ambassadeur de la paix, je désigne ça au chef de l'État et à mon grand frère le feu Amadou Gon Coulibaly. Je vais m'impliquer beaucoup pour que les fils et les filles de la région de Korogo soient réconciliés. Pour le président de la Fédération pour la paix universelle, la paix obéit à 5 principes. Aka Saïd Laza invite donc les Ivoiriens au sacrifice pour enraciner la paix. Il faut que nous puissions accepter l'autre, sacrifions nos égos, sacrifions nos partis politiques, sacrifions nos intérêts personnels pour aller à la paix. Il faut qu'on ait une paix inclusive. Parrain de cette cérémonie, le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, Issa Coulibaly, appelle les Ivoiriens à préserver l'héritage légué par Feu Félix Houphouët-Boigny et le patriarche Péréphéro Gon Coulibaly. Le patriarche Péréphéro Gon Coulibaly, avec le père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Feu Félix Houphouët-Boigny, ont fait de la paix leur credo. Nous exhortons tous les ambassadeurs de paix à aller partout prêcher la paix préalable à tout développement. Le sommet international sur la paix et le développement en Côte d'Ivoire sera présidé par la présidente fondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Elle viendra proposer sa stratégie pour une paix durable aux Ivoiriens. Un reportage de Soro Corona de RTI Boaké. Soro Corona, détenteur bien entendu de la carte d'identité de journaliste professionnel, à l'instar de 958 autres journalistes exerçant
en Côte d'Ivoire. La commission paritaire d'attribution de la CIJP a procédé cette semaine à la remise officielle des cartes. C'était à la maison de la presse au plateau. Compte rendu, Serge Pacom Didi et Franck Quadio. La commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels met à jour son fichier. Pour l'année 2022, 959 journalistes reçoivent leur carte d'identité de journalistes professionnels, la CIJP. Sur une période de 40 jours d'enrôlement, la commission paritaire a enregistré 1009 dossiers. Contrairement aux années précédentes, un engouement certain est relevé. Notre milieu pilule vraiment des personnes qui n'ont rien à voir avec notre corporation et qui jettent le discrédit sur ce qui fait la noblesse même de ce métier-là. Donc il est important pour nous vraiment de saluer de telles initiatives. Au nombre des dossiers retenus figure celui de Fosseni Dambélé, directeur général de la radio-télévision ivoirienne représenté par son conseiller en charge de l'information David Mobion. Le frère aîné, l'épouse et le fils aîné du journaliste Benson Pierraka ont reçu à titre posthume la carte CIJP du journaliste défunt. Nous avons voulu, au cours de cette cérémonie, rendre un hommage à Benson Pierraka, dont la carte avait été confectionnée avant même son décès. Nous avons estimé qu'il était intéressant que nous remettions donc cette carte à son épouse à titre posthume parce que c'était un journaliste professionnel. S'agissant des avantages, il est établi que quand il y a cette carte, tu ne peux pas faire l'objet de garde à vue, quel que soit le problème que vous pouvez avoir dans l'exercice de votre profession. Et puis pour ce qui concerne les ambassades et tout ça, nous avons nos fichiers dans ces ambassades. Quand vous y allez pour un visa, on peut vous faciliter la tâche si vous êtes journaliste professionnel. Et puis je crois que c'est sur la base de la détention de cette carte que les employeurs sont appelés à payer les journalistes à la convention collective. La professionnalisation du secteur de la presse, une nécessité, et la tutelle apporte son soutien. Le ministère a tenu à être associé à cette cérémonie, non seulement pour montrer toute l'importance que le gouvernement accorde à la presse, mais aussi pour vous indiquer toute la place que la CIJP occupe dans l'écosystème des médias et de la communication en Côte d'Ivoire. Les médias peuvent être autant de véritables acteurs de développement que des crises dans un pays. Une session extraordinaire pour l'attribution de la carte à CIJP aux retardataires est prévue pour le mois de juin 2022. Et pensée spéciale à Claver Benson Pierraka, une valeur sûre du journalisme que nous avons perdu. Puisses-tu reposer en paix. Et parlant de valeurs sûres, je vais vous en faire découvrir une autre. Cette fois, à plus de 6000 km de nous. Il est ivoirien, il vit en France depuis plusieurs années aujourd'hui. Et alors que rien ne le présageait du tout, Blanchard est aujourd'hui un chef d'entreprise respecté et prospère. De son vrai nom, Moustapha Diaby, notre entrepreneur a tout vu, il a tout connu. Des coups bas, des chutes, des échecs qui, au lieu de l'ébranler, l'ont plutôt rendu plus fort. Aujourd'hui, il côtoie la réussite. Parcours d'un combattant nommé Diaby, Moustapha Blanchard. C'est votre grand reportage de la mi-journée. Il est signé Sephora Zegui et Sam Kona. Bondy, commune française située dans la banlieue nord-est de Paris. C'est au 5e étage de cet immeuble que vit Blanchard, 46 ans, entrepreneur. Il est arrivé en France en 2004 à l'occasion d'un forum de transporteurs. Je devais venir pour représenter un peu les transporteurs à Lyon. Et on a fait les travaux, mais malheureusement ça a coïncidé avec la rechute des violences en Côte d'Ivoire. Et donc j'étais obligé de rester. Marié, père de 5 enfants, ce chef d'entreprise n'hésite pas à passer du temps avec sa famille avant de quitter son domicile. C'est avec fierté que sa fille aînée nous parle de son père. C'est le meilleur père et il m'inspire beaucoup parce que de là où il a commencé jusqu'à ce qu'il est actuellement, ça m'inspire beaucoup, ça me donne de la motivation et tout. Petit entretien avec sa femme et la journée de Blanchard peut commencer. Il est 9h, direction Île-de-France, Rosny-sous-Bois, ville située à l'est de Paris. Au 8e étage est installé Blanchard et son équipe. C'est en 2009 que notre chef d'entreprise monte sa société de sécurité avec 7 500 €, environ
3 millions de francs CFA. Ici, nous les immigrés, on intervient beaucoup dans 3 domaines, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire le gardiennage, on appelle ici la sécurité privée. Donc, il y a aussi le transport et le nettoyage. Donc moi j'ai d'abord essayé le transport parce que en Côte d'Ivoire, mes parents, c'est dans le transport. Après, je suis revenu au gardiennage. Blanchard a rêvé cette société et l'a concrétisée avec Moussa, son ami d'enfance. Et puis même le pays, la Côte d'Ivoire, nous étions amis. Voilà, et puis j'ai vu que M. Diaby, c'est quelqu'un qui voulait forcément travailler à son propre compte. Depuis le pays, il nourrissait cette ambition-là. Donc, quand on s'est retrouvé ici, j'ai vu que c'est quelqu'un aussi, qui était toujours, il me parlait chaque fois de ça, il faut qu'on se mette à son propre compte, puis et tout. Il nourrissait cette ambition. Venir à l'aventure sans aucun projet d'avenir et parvenir à s'implanter dans un pays étranger, Blanchard nous explique les tractations qu'il a eu à effectuer pour y arriver. J'étais le seul salarié, je travaillais pendant 6 mois. L'argent que j'ai réussi à mettre de côté, j'ai demandé à mon ami de venir avec moi. Lui aussi, il a commencé à travailler, donc ça faisait 2 postes. Lui a travaillé ici pendant 6 mois, moi ça faisait 1 an. On a mis encore cela de côté. On a pris une 3e personne maintenant. Et ça, c'était pour ne pas avoir de dettes. Parce que ici, en tant que déjà immigré, c'est difficile. Et quand l'entreprise n'a pas de bilan, on ne peut pas aller vers la banque. Et quand on n'a pas une certaine ancienneté, on ne peut pas aller vers les banques. Il faut s'autofinancer. Pour arriver à ce stade, le père de famille a dû essuyer plusieurs échecs. Blanchard nous raconte son vécu. Est-ce que c'est facile d'entreprendre en France? Pour dire vrai, pour des Africains, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est même un parcours de combattant. Parce qu'au départ, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas de cadeau. Il faut être patient, il faut être rigoureux. Et puis, surtout le plus important, il faut avoir la foi. L'entreprise emploie aujourd'hui plus de 200 salariés de façon directe et 100 de façon indirecte pour un chiffre d'affaires qui oscille autour de 4,5 millions d'euros du fait de la Covid-19. Ce chiffre est estimé à environ 3 milliards de francs CFA. Malgré cela, Blanchard ne baisse pas les bras. Le chiffre d'affaires annuel des 3 dernières années, on sait que en 2019, nous étions autour de 6 millions d'euros. Mais avec la Covid-19, 2020, ça a vraiment chuté, quoi. Donc nous sommes autour de 3 millions 5, 4 millions 5, parce que, comme je vous ai dit, on a eu une baisse d'activité autour de 25%. Investir dans la sécurité a permis à notre entrepreneur de se relancer dans le secteur des transports, sa passion première. En septembre 2021, Blanchard inaugure en Côte d'Ivoire sa seconde société de transport, et cela grâce au concours d'investisseurs chinois. L'histoire de Blanchard Diaby, de chauffeur de taxi à chef d'entreprise en France, donne de l'espoir à plus d'un. Un modèle de combativité. Diaby Moustapha Blanchard, quand on donne une autre orientation à son destin. C'est un grand reportage signé Sephora Zegui et Sam Conan, de retour de Paris. Allons au foot. Les quarts de finale de la CAN 2021 s'ouvrent ce samedi 29 janvier avec, pour commencer, Gambie, Cameroun à Douala à 16h, puis Burkina Faso-Tunisie à Garoua à 19h, temps universel. Le Burkina Faso qui se retrouve parmi les 8 meilleures équipes d'Afrique. La Tunisie aussi, bien entendu, elle qui a beaucoup souffert au premier tour avant de scalper l'ogre nigérian en 8e de finale. Mais de ces 2 sélections forgées dans l'adversité
cités. Seule une verra le dernier carré et y rejoindra le Cameroun ou la Gambie. Et puis, le ministre des Sports camerounais, Narcisse Mouele Kombi, est revenu hier vendredi sur la tragédie qui a coûté la vie à 8 personnes et fait 38 blessés lundi dernier au stade d'Olembe. Il a pointé du doigt l'ouverture imprudente d'une porte par les forces de sécurité face à une marée humaine. Le ministre a également reconnu que le nombre des membres des forces de sécurité était insuffisant, mais il a blâmé également les porteurs de faux billets et de billets usagés et les supporters ayant voulu entrer sans billets pour justifier cet afflux devant la porte sud. Et n'oubliez pas, ne zappez surtout pas le meilleur de la CAN, c'est sur RTI 1 à suivre dès 15h le premier plateau des quarts de finale avec la belle Fatima Sibé. Moi je vous retrouve demain à 13h.